Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Premier Magistrat sur ATG, notre émission de débat sur les municipales. Et ce soir, nous allons parler de la commune de Montignéry-Tonnet-Grande avec, non pas 3 candidats, mais 2 candidats ce soir. On va vous expliquer bien sûr pourquoi 2 candidats. Gérard Quérin est avec nous, qui représente la liste Ensemble pour un grand et nouveau défi. Et en face de lui ce soir, Christian Portos pour la liste Ensemble pour un avenir meilleur. Il y aura dans un premier temps la présentation de la commune avec Paulin Brunet, puis le débat et ensuite le grand témoin ce soir, notre grand témoin, le retour de Jean-Luc Jason, donc qui est président du Cygne basket et ex-secrétaire général de la Ligue de football. Il va analyser nos débatteurs, analyser le débat et poser des questions également à nos 2 candidats, puis la minute pour vous adresser à vos électeurs à la fin de l'émission. Voilà comment va se dérouler notre débat ce soir de ce premier magistrat. Allez, sans plus tarder, voici la présentation de la commune par Paulin Brunet. Bonsoir. Montignéry-Tonnet-Grande. Une page de notre histoire lointaine, de notre histoire relativement contemporaine. Souvenons-nous. Dans les années 80, Montignéry-Tonnet-Grande était véritablement l'espoir du développement économique de la Guyane, avec les scieries, avec l'exploitation agricole quasiment industrielle, avec un développement touristique important. On rêvait autour de la Riviera à Montignéry, où les restaurants étaient l'un à côté de l'autre, où on dégustait encore les huîtres de Montignéry. Montignéry, donc, était une commune où on rêvait du développement économique de la Guyane. Et puis tout à coup, que s'est-il passé? Montignéry s'est désapproprié d'un certain nombre d'éléments qui faisaient pourtant un espoir. Même le zoo de Montignéry, en fait, n'est pas à Montignéry, il est à Macouria. La commune qui était un modèle de nid de référence en ce qui concerne l'architecture traditionnelle, à l'entrée du bourg, que voit-on? Dresser des HLM. Alors que la mairie et l'église, justement, montrent l'exemple avec cette architecture créole qui fait notre bonheur. Alors, que s'est-il passé? Même TDF fait partie. Montignéry-Tonnet-Grande, fort de ses 2600 habitants, à quelques dizaines de kilomètres de Cayenne à peine, aurait dû jouer le jeu du faubourg, à la limite bourgeois, où on commence à s'entasser à Matoury, où Macouria également commence à être saturé. Montignéry-Tonnet-Grande devait être tout naturellement la résidence des Cayennais pour pouvoir respirer et vivre tranquillement au bord du fleuve. Aujourd'hui, un cap est franchi. Il y a un projet présenté où on rêve d'une urbanisation intense à Montignéry-Tonnet-Grande. Est-ce là la solution? Certainement, puisque les édiles locaux l'ont choisi. Mais aujourd'hui, devant un développement qui tarde, devant des terrains qui sont là, qui attendent des promoteurs, il faut que Montignéry-Tonnet-Grande joue son véritable rôle d'être, pourquoi pas demain, le Neuilly de Cayenne. Alors, messieurs les élus, messieurs les candidats, donnez-nous des solutions. Voilà pour la présentation de la commune par Paulin Brunet. Je vous ai vu bouger la tête, Gérard Quérin. Une réaction peut-être de votre part pour cette présentation? Une très belle présentation. Simplement, quand... Vous n'êtes pas d'accord sur le zoo, c'est ça? Je ne suis... Oui, tout à fait. Le zoo n'est pas à la commune de Macouria. Il faut savoir qu'une partie du zoo est sur le territoire de Macouria, l'autre sur le territoire de Montignéry. Et la raison pour laquelle le zoo aujourd'hui, on dit que c'est le zoo de la Guyane, ce n'est pas le zoo de la commune. Qui bénéficie de ce zoo, alors, en fin de compte? Les Guyanais.
D'accord, très bien. Une réaction? Oui, en tout cas, c'est une très belle présentation, mais je retiens un certain nombre de choses. S'agissant du zoo, effectivement, il est à cheval entre deux communes, mais il faut voir les retombées de la fiscalité ou qui perçoit. Je crois que c'est la commune de Macouria qui a su vraiment tirer son épingle du jeu. Et l'autre remarque que je voudrais, Paulin Brunet a parlé de l'activité économique. Effectivement, dans les années 80, 90, jusqu'en 2006, 2007, 2008, il y avait effectivement une activité économique. Et d'ailleurs, les documents de l'INSEE le prouvent. Depuis 2009, 2008, eh bien, les activités économiques de la commune ont chuté. D'ailleurs, très peu de tourisme, les restaurants fonctionnent très peu. Deuxième chose que je retiens de la part de Paulin Brunet, il s'agit de l'aménagement, de l'architecture même de cette commune. Nous avons une commune créole, effectivement. Et aujourd'hui, nous voyons, à l'entrée du bourg de Montigny, des HLM, des duplex, et pourtant il y a de la place. À Tonnegrande, pareil, il y a encore des duplex qui sont proposés aux gens à des prix vraiment défiant toute concurrence. Est-ce vraiment cela dont Montigny-Tonnegrande a besoin? Il y a un certain nombre d'interrogations à ce niveau-là. Et puis, effectivement, il a posé la problématique du positionnement de Montigny-Tonnegrande au sein de la communauté d'agglo, et je crois que c'est là où le débat doit se situer. Montigny-Tonnegrande doit jouer sa carte aujourd'hui au sein de la communauté d'agglo. On va en parler, bien sûr. Voilà pour la réaction concernant la présentation de Paulin Brunet, et le débat commence maintenant. Alors, messieurs, vous deviez être 3, avec notamment la présence du maire sortant, Patrick Lecante, qui a décliné notre invitation, ceci dit, à la dernière minute. Lorsque nous lui avons demandé les raisons de cette non-venue sur notre plateau d'ATG sur Premier Magistrat, pas de réponse. Alors, je voudrais m'excuser, du coup, auprès de la commune de Mana, qui nous ont demandé de faire le débat autour de Mana. Je voudrais m'excuser auprès d'Awala Yalimapo, auprès d'Irakubo, Awala Yalimapo et Maripasoula. Voilà, 3 communes qui souhaitaient faire le débat du Premier Magistrat. Donc des maires sortants, des candidats qui veulent débattre d'un côté pour faire parler la démocratie, et de l'autre, un maire sortant qui fuit le débat, un maire sortant qui ne veut pas parler de son bilan, un maire sortant qui ne donne aucune raison de sa démission ce soir. Et voilà, il s'agit de Patrick Lecante qui nous avertit juste la veille de sa non-venue sur le plateau du Premier Magistrat. Je tenais simplement à donner cette information auprès de nos téléspectateurs pour que les choses soient bien claires. Première question, messieurs, que pensez-vous de ce positionnement-là de la part du maire sortant, Patrick Lecante? La question pour vous, Gérard Quérin. Écoutez, un maire a une obligation, à la fin de son mandat, de s'expliquer devant sa population. C'est un minimum. On voit aujourd'hui que ce maire a moins que de l'insulte pour la population. Ne pas venir présenter son bilan à la population, débattre. Je dis que ce maire n'a aucun respect pour les citoyens de Montigny-Tonnegrande. Alors, il avait fait également chez nos confrères de Guyane Première. Donc vraiment, c'est quelqu'un qu'on n'a pas vu du tout lors de ces débats. Christian Portos, que pensez-vous de ce positionnement-là? C'est un choix, on est en démocratie. Oui, c'est un choix, mais c'est un monsieur qui bafoue la démocratie. Refuser de justifier de ces 6 années passées à la tête de cette commune, refuser aujourd'hui de rendre compte aux administrés de Montigny-Tonnegrande de sa gestion financière, de la gestion des deniers publics, je pense que c'est vraiment
ne pas respecter la démocratie. D'autant plus que ce monsieur est le secrétaire général de la GEG, d'un parti politique, la GEG, la gauche en Guyane. La gauche en Guyane. La gauche en Guyane. Alors nous avons vu son show lors de la présentation de sa liste, bien entendu soutenu par le président de cette association. Et bien aujourd'hui, ce monsieur refuse de venir justifier de sa mandature. Et pour ma part, c'est du mépris. C'est du mépris, tant envers la démocratie, envers les concurrents, les candidats que nous sommes, mais surtout envers la population guyanaise et les médias. Et pour ma part, je pense que ce monsieur n'a pas du tout l'intention de rendre compte à la population. C'est sa chose, la commune de Montignéry. D'ailleurs, il le dit, c'est l'héritage de mon grand-père et de mon père. Donc, c'est la dynastie. Et j'invite les administrés de Montignéry-Tonnegrande, les électeurs et électrices de Montignéry-Tonnegrande, de mettre fin à ce mépris dès le 23 mars au soir. On va y revenir. C'est quoi? C'est une crainte? Il a peur de vous? Il a peur? Comment vous ressentez ça, vous, Gérard Quérin? Comment vous pouvez analyser ça? C'est une crainte? Je ne suis pas dans la peau de l'homme pour dire que c'est une crainte. Vous le croisez, vous le côtoyez? Je ne puis penser, non, je ne le côtoie pas, je le croise. Je ne puis penser qu'il ait peur de moi. Simplement, je le crois fondamentalement. Et il refuse de rendre compte de sa gestion à la population. Quand on veut pas faire son propre bilan, ça veut dire qu'on veut cacher des choses? Enfin, c'est une question que je pose. On peut l'interpréter comme cela. On peut l'interpréter comme cela. Autre interrogation également, c'est Auguste Fernand qui aurait dû être en face de moi également. Est-ce que vous pouvez nous donner une explication là-dessus, vous qui représentez ce soir la liste Ensemble pour un grand et nouveau défi, Gérard Quérin? Pourquoi Auguste Fernand n'est pas en face de moi? Tout à fait. Je ne serai pas très long sur cette affaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 28 février, Monsieur Fernand a reçu un courrier disant qu'il était radié de la liste électorale. Il a fait un recours. Les choses sont en train de se faire. Lundi, le 17, le juge va statuer sur cette affaire. Nous sommes sûrs, nous sommes certains que M. Fernand retrouvera sa place sous la liste électorale. Alors, il aurait pu venir débattre s'il était sur la liste, mais comme ce n'est pas le cas, c'est pour ça que vous êtes là ce soir, sauf que vous n'êtes pas tête de liste. Tout à fait. Pourquoi la tête de liste n'est pas en face de moi? Alors, dans le groupe le groupe que je représente, n'importe quel autre colistier aurait pu être à ma place. Bien sûr. Hein? Mais c'est la question que je pose. Pourquoi ce n'est pas la tête de liste qui est en face de moi? Tout simplement, mes autres camarades m'ont demandé, m'ont désigné, je dirais, pour les représenter. Ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous. Très bien. C'est très rare, hein, vous me direz, comme situation quand même, que la tête de liste ne puisse pas communiquer en son nom quelque part, parce qu'une tête de liste, c'est une tête de liste. C'est pas choisi, on ne la choisit pas par hasard. Que pensez-vous, là, cette fois, du coup, de cette situation-là, Christian Portos? Écoutez, moi, j'ai pas envie de dire que vous êtes le seul légitime là ce soir. J'aurais préféré échanger, débattre avec la tête de liste. Si M. Fernand a fait le choix de choisir Mme Joannest pour conduire la liste à sa place, c'est que c'est une dame qui a des capacités, qui est en mesure de venir débattre et qui a justement des projets à faire valoir. Maintenant, le groupe a fait le choix de M. Quérin. Je pense qu'il sera à la hauteur de nos attentes. Mais je le regrette énormément. J'aurais préféré encore que ce soit la tête de liste, voire M. Fernand, qui soit là pour un débat concernant la commune de Montignéry-Tonnegrande. Décidément, c'est pas simple cette histoire. Ce n'est pas du tout simple. J'ai l'impression que tout est fait pour empêcher à Montignéry-Tonnegrande d'avancer, voire d'aller vers
un développement économique, culturel, etc., digne de ce nom. Mais enfin, M. Quérin est là, je pense qu'il arrivera à apporter des réponses nécessaires à la population de Montigny. Alors, c'était dans la présentation de la commune, justement. On parlait de HLM à l'entrée d'une commune comme Montigny-Tonnegrande, parlant d'aménagement de la ville et de vos programmes. J'imagine que vous êtes sûrement différents dans vos programmes respectifs. Pour l'instant, qu'est-ce que vous voyez en termes d'aménagement de la ville? D'abord, ce qui se passe, le bilan du maire, quelque part, hein, parce qu'on va en parler, bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette commune de Montigny-Tonnegrande en termes d'aménagement de la ville? Gérard Quérin. Alors, aujourd'hui, quand vous sillonnez Montigny-Tonnegrande, vous vous rendez compte, en termes d'électrification rurale, il y a un manque énorme. Au niveau de l'adduction d'eau... C'est-à-dire, il y a un manque énorme, c'est-à-dire, expliquez-nous. Écoutez, vous avez dans beaucoup de sections où il n'y a pas du tout de lampadaire. Si vous n'êtes pas en feu de route, vous risquez de sortir continuellement. D'accord, c'est dans ce sens-là. Exactement. Au niveau de l'adduction d'eau potable, il y a nous avons visité beaucoup de personnes sur le territoire qui n'ont pas l'eau courante, qui n'ont pas l'eau potable. Aujourd'hui, à Montigny-Tonnegrande, il y a des gens qui n'ont pas l'eau potable? Tout à fait. En 2014? Tout à fait. Continuez. Absolument. Pourtant, combien d'habitants? À Montigny, 2300. Tout le monde n'a pas l'eau potable. Tout le monde n'a pas l'eau potable. Continuez. Nous voulons aussi développer le transport. Juste pour vous donner une idée, certains enfants sont obligés de se réveiller à 4 heures du matin pour faire 5-6 kilomètres, pour arriver à la départementale, pour récupérer un bus, pour se rendre à l'école. À 11 heures, ces enfants sont fatigués. Donc le transport à Montigny, je dirais, est quasi inexistant. Ça, c'est le constat. Si vous avez encore des choses sur le constat, dites-nous. Après, vos propositions. Encore des choses sur le constat? Pour l'instant. Aménagement de la ville. Hein. Alors, vos propositions sur ce point précis. D'abord, le constat. Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette commune de Montigny-Tonnegrande? Et qu'est-ce que vous avez à proposer, Gérard Quérin? Alors, ce qui ne va pas, je vous le disais, l'électrification rurale, l'eau potable, le transport fluvial. Il manque effectivement, il faudrait beaucoup plus de logements. Et nous avons un projet, que ce soit pour l'électrification rurale, pour l'adduction d'eau. Dans certains points, il faudrait même mettre certaines citernes, sachant que... Là, vous êtes en train de nous dire qu'en 2014, tout le monde n'a pas l'eau potable à Montigny-Tonnegrande. Absolument. Il serait même souhaitable, au niveau de la commune de Tonnegrande, de mettre une réserve. Parce que il suffirait que Montigny, le bourg de Montigny, il y ait une coupure. À Tonnegrande, il n'y a pas d'eau. Donc, il faudrait, nous avons prévu dans notre programme de mettre en place une citerne. Alors, si le maire sortant ne l'a pas fait, alors je ne sais pas pourquoi, il n'est pas sur place pour répondre. Peut-être que c'est un manque de moyens ou peut-être que ça ne faisait pas partie de ses priorités. Vous, apparemment, ça fait partie de vos priorités. Comment vous faites? Comment vous mettez tout ça en place? Alors, premièrement, tout cela, ça demande effectivement des fonds, que ce soit des fonds européens, des aides au niveau de la région, du département, de l'État. Ce n'est pas uniquement la commune de Montigny qui va pouvoir lancer ces chantiers. Ce sont des chantiers quand même relativement onéreux. Mais, comme vous le disiez, en 2014, on ne peut pas se contenter de voir des gens sans eau. Quand on prend la RD12, on veut aller sur le Galion, il faut faire très attention pour ne pas sortir de la route, parce qu'il n'y a pas du tout d'éclairage. La signalétique
est inexistante. Ça aussi, ce sont des points de notre programme. La manière dont vous parlez, on a l'impression d'une commune qui n'a pas évolué. On va y revenir. Christian Portos, aménagement de la ville, le constat et vos propositions. Oui, bien enfin, c'est une question qui n'est pas du tout simple. Je crois que... on parlait de l'agglo, peut-être que... Il y a plusieurs points. Il y a tout d'abord le constat. Paulin Brunet l'a très bien dit, donc un aménagement, une absence de vision très claire, de se projeter dans l'avenir, cette absence de pouvoir conserver justement ce patrimoine culturel, cette ville créole, et de l'étendre, de l'améliorer tout en préservant justement ce côté tout à fait naturel et local. Cela se fait aux États-Unis. Vous avez des villes nouvelles, mais qui ont conservé justement ce côté culturel, traditionnel, tout en acceptant l'évolution. Donc, il y a ce constat. Vous pouvez voir la voirie, l'état de la voirie des deux bourgs, une absence d'éclairage dans le bourg, une absence de gaieté, voilà. Alors, Monsieur donc Queyrin, une commune figée, une commune figée qui n'a pas du tout bougé, qui n'a pas du tout évolué. Nous sommes au XXIe siècle. Donc cette commune a vocation touristique et agricole. Vous êtes à 20 minutes de Cayenne. Eh bien, elle aurait dû être le cœur même de la communauté d'agglo. Donc ça, c'est le premier constat. Alors, Monsieur Queyrin a parlé de la RD12. La RD12, Monsieur Queyrin, c'est la route qui entre la RD5, donc le carrefour de Tonnet-Grande, et pour rentrer à Tonnet-Grande. D'accord ? L'autre, ce dont vous avez parlé pour aller vers le Galion, c'est la RD5. D'accord ? Bon, c'est une petite erreur. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Alors, moi, après ce constat... Vous voulez montrer qu'ils ne maîtrisent pas ces dossiers ? Ah non, c'est pas du tout ce que je dis. D'accord. Vous savez, ça arrive, ça peut arriver. Entre la RD12, la RD5, la RD14, ça peut arriver. Il n'y a pas de polémique nullement de ma part. D'accord, très bien. Après ce constat, nous disons pour pouvoir aménager son territoire, vous devez avoir la maîtrise de ce territoire. D'accord ? Pour avoir la maîtrise, vous devez avoir le foncier. Et pour vous permettre d'avoir le foncier, vous devez de rentrer en discussion avec les services déconcentrés de l'État, vous permettant d'avoir justement du foncier à disposition, vous permettant d'avoir un véritable projet d'aménagement. Donc ça, c'est la première des choses. On allait y venir justement sur le foncier précisément. Alors continuez. Oui, mais puisque vous me parlez d'aménagement, donc je ne peux pas l'exclure. Donc, si nous parlons d'aménagement, donc il y a des aménagements futurs. Donc, en fonction de votre projet, de ce que vous avez envie de faire, en tenant compte justement des atouts de la commune, potentialité, commune à vocation touristique, agricole, d'accord, avec un plan d'eau formidable. Donc là, il vous appartiendra de mettre en place. Et puis, il y a ce que j'appelle, moi, tout en incluant le développement économique, dont nous aurons l'occasion d'aborder tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle l'existant aujourd'hui. Comment conforter l'existant ? Et c'est ce que je disais dans mon constat. Vous avez une voirie mal entretenue. Donc nous, ce que nous proposons justement la réfection de la voirie, des deux bourgs. D'accord ? Effectivement, envisager l'éclairage du carrefour de la RD5 au niveau du RD12, donc rentrer... ça paraît tellement simple. C'est tellement simple. Pourquoi le maire ne l'a pas fait ? Oui, non, le maire n'est pas seul responsable. Il faut savoir que la RD12 reste quand même une voie départementale. Donc après, il va falloir rentrer en discussion avec le Conseil général et voir comment, dans sa programmation, demander que la RD12 soit éclairée, la RD14 aussi, d'accord, du carrefour de la RD5, jusqu'au bout. Il y a aussi un aménagement à proposer. Donc, pourquoi pas faire des allées fleuries, aménager justement la place des fêtes, aménager nos cimetières, puisque tout ça n'est pas aménagé. Conforter l'existant. Donc, aménager nos cimetières, transformer nos cimetières en cimetières paysagers. Je vais vous prendre l'exemple. Vous rentrez à Tonnet-Grande, la première des choses que vous voyez, c'est un cimetière. D'accord ?
avec 3 ou 4 pieds d'awara plantés à l'intérieur. Alors c'est bien beau. Moi j'aurais souhaité aller m'asseoir et déguster ces awaras qui sont peut-être, en plus, si ce sont des awaras comme nous disons en créole, choufandé. Par contre, ce que nous disons, pour équilibrer le temps de parole, il faudrait par contre aménager ce cimetière, transformer ce cimetière en cimetière paysager. On va y revenir. En y créant des allées de la place. Un cimetière, c'est un lieu de visite, c'est un patrimoine culturel. D'accord, et nous pensons qu'il faudrait l'aménager pour donner de la gaieté au debout. Très bien, on pourra y revenir. Vous voulez rajouter quelque chose? Allez-y. Tout à fait. Je voulais juste rebondir. J'ai bien dit tout à l'heure, en sortant de Tonnegrande, et en sortant de Tonnegrande, je dis à M. Portos, la RD5 est après. Il faut d'abord prendre la RD12. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. C'est bien ce que je dis. Voilà, donc c'est important de rectifier pas bien compris. Pour montrer que vous maîtrisez votre dossier. On est tout à fait d'accord. J'avais pas bien compris, monsieur. Donc, je vous vexez pas. Pas du tout, pas du tout. Non, il a juste rectifié, c'était important de le faire. Exact. Okay. Donc, je disais, je trouve très bien la précision que M. Portos portait au cimetière. Il faut juste rappeler que le cimetière de Tonnegrande, aujourd'hui, a une barrière magnifique qui a été réalisée par M. Auguste Fernand. Avant, c'était un cimetière. On ne savait même pas que c'était un cimetière. Maintenant, il commence à ressembler à un cimetière. Donc, votre équipe. Absolument. Le travail de votre équipe. C'est ce que vous vouliez rajouter? C'est ce que je voulais rajouter. On parlait de foncier, justement. Combien de foncier dispose cette commune? Et parlons d'agriculture également. Peut-être une commune à vocation agricole. Il y a de la place ou pas? Il y a du foncier ou pas? Dites-nous. C'est vous qui avez la parole. Cette commune a une double vocation. Une vocation agricole et une vocation touristique. Nous, dans notre programme... Toutes les communes ne disposent pas du même foncier. Est-ce que Montigny-Tonnegrande est plus à l'aise que d'autres communes là-dessus? Montigny-Tonnegrande, bien sûr, a du foncier. Mais, comme le disait Monsieur Portos, effectivement, dans certains secteurs, ça fait l'objet de discussions avec les services d'État pour une rétrocession de ce foncier. Ça ne s'est pas fait là? Dans la commune. Visiblement, ça ne s'est pas fait. Nous, ensemble pour un grand et nouveau défi, nous envisageons de créer des divers lotissements pour développer l'agriculture. Expliquez-nous. Nous avons un projet, la route agro-touristique. C'est un projet qui va rapprocher les deux bourgs. Aujourd'hui, sortir du bourg de Montigny pour aller au bourg de Tonnegrande, la distance, elle est considérable. Nous voulons rapprocher ces deux bourgs pour que ces deux populations puissent vraiment cohabiter, se rencontrer beaucoup plus souvent. Aujourd'hui, quand vous faites une manifestation à Tonnegrande, vous faites une manifestation à Montigny, l'un ne va pas chez l'autre. Nous voulons justement faire que ces deux peuples se rejoignent en un lieu qui est justement la route agro-touristique. La route agro-touristique. Ça veut dire tout au long, entre ces deux points-là, vous mettez des choses en place? Exactement. Entre ces deux points, non seulement c'est une zone qui sera urbanisée, mais nous avons en projet de faire un développement économique, que ce soit dans la restauration. Alors, la restauration avec les agriculteurs, bien sûr, pas obligé, mais faire des partenariats avec les agriculteurs et les restaurateurs de façon à ce que les agriculteurs puissent voir leurs produits dans les restaurants qui seraient sur la route agro-touristique, mettre en place des chemins de découverte. Nous avons des essences magnifiques dans cette forêt. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2800 hectares de vestiges coloniaux. Et nous voulons mettre en évidence ces 2800 hectares pour le tourisme, faire visiter la commune de Montigny. Très bien, voilà pour le foncier, l'agriculture et aussi la vocation touristique. Comment récupérer du foncier à Montigny-Tonnegrande et comment développer l'agriculture à Montigny-Tonnegrande? Alors, Montigny-Tonnegrande, c'est 600 km².
Tout à fait. D'accord? Donc ça, il faut le savoir. 600 km². Et comme vous le savez, l'État détient plus de 90% du foncier en Guyane. Et c'est bien pour cette raison que je parlais tout à l'heure de discussion avec les services déconcentrés de l'État. Apparemment, ça a l'air D'accord. de mieux se France passer Domaine. ces derniers temps. France Domaine, oui, non, mais c'est bien. Donc il y a eu quand même une... Je ne parle pas de la commune de Montigny, mais Non, globalement, oui. en général. Mais pour ce faire, l'État ne vous donnera pas du foncier si vous n'avez pas un projet cohérent. D'accord? Et c'est bien pour cette raison que nous parlons d'un projet cohérent permettant de réduire la distance. Alors j'ai entendu M. Quérin parler de sa route. Nous disons qu'il faudrait... Ça a l'air d'être un beau projet. Réduire les distances entre les lieux de vie, permettant aux gens, de mieux se fréquenter, de se côtoyer. Donc, créer le lien social, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Vous avez des gens qui habitent Garin, Champ-Virgile, d'accord, qui votent à Montigny, mais qui descendent à Cayenne ou qui vont à Makouria, Tonat-Makouria, faire leurs courses. Donc, il va falloir créer une activité économique dans cette zone, permettant justement, à ces administrés, de rester sur place. Donc, notre objectif sera de voir, en partenariat avec la commune de Makouria et la commune de Dédaglo, comment développer justement une zone artisanale entre Garin et le bourg de Montigny, bien entendu en y rajoutant des parcelles réservées aux personnes souhaitant construire une maison, aux entreprises, aux artisans, etc. Créer, pourquoi pas, une niche, des bâtiments, des locaux réservés aux administrations, mais aussi permettant d'aller vers ce qu'on appelle les pépinières d'entreprise. Donc, il y a un aménagement à faire dans le cadre de la communauté d'agglo. Nous savons tous qu'un aménagement coûte très cher, d'accord? La commune de Montigny aujourd'hui, vu son taux d'endettement, d'accord, et ses dépenses, puisque j'avais emmené des documents, je pensais pouvoir en débattre, discuter avec le maire sur la situation financière et ses dépenses. Mais on va quand même parler de la situation financière. Malheureusement, il n'est pas là. Et vu la situation financière de la commune, il va falloir aujourd'hui, envisager un aménagement dans le cadre de la communauté d'agglo. L'intercommunalité est un outil aujourd'hui indispensable pour les collectivités, pour les mairies. Et nous sommes dans cette logique. Et puis, vous avez toute la zone du Galion, là aussi, à aménager. Pourquoi pas créer une zone de dépotage de marchandises, de stockage de marchandises. Vous avez toute la partie qui va à Nancy-Beau. Là encore, nous avons des ressources à développer. Nous avons nos palmiers à développer, le Como, le Patawa, le Beaucoup de projets. etc. Beaucoup de projets. Avec, vous connaissez très bien les vertus cosmétiques, justement, de ces palmiers. Donc, à notre sens, et puis M. Quérin a parlé des essences, effectivement, la vanille, bois de rose, etc. Je crois qu'il faudra un aménagement concerté, réfléchi, d'accord, toujours en adéquation à la sociologie même de la commune de Montigny-Tonégrand et en tenant compte des remarques de la population. Et c'est bien pour cette raison que tout notre projet est basé sur la démocratie participative, permettre à la population de Montigny-Tonégrand de participer et d'être au cœur de nos décisions. J'essaie d'équilibrer votre temps de parole, on va me dire en régie qui est en tête au niveau du temps de parole, mais j'ai l'impression que c'est vous, Christian Portos. J'ai tout plein de choses à dire. Non, mais on va continuer. Quand je vous écoute tous les deux, on a cette impression qu'il ne s'est absolument rien passé dans cette commune de Montigny-Tonégrand depuis je ne sais combien d'années. Attention, votre candidat était aux affaires il y a quelques années. Parce que lorsqu'on vous écoute, ça veut dire que votre ami, candidat, colistier, je ne sais plus comment on l'appelait, il n'est plus trop sur la liste, l'ancien maire en tout cas, quelque part, c'est aussi un petit peu son bilan. Dites-nous. Alors, je vais vous dire, ce qui a été fait pendant la dernière mandature, les 6 ans, les projets qui ont été réalisés, mal réalisés, je précise, mal réalisés, ce sont des projets d'Auguste Fernand qui ont été récupérés par M. Lecamp, qui les a réalisés, mais très mal réalisés. Un exemple. Il y a une école à Tonégrand, une école toute neuve. Cette école
au départ de M. Fernand, tout était acté, tout était bouclé, le financement, tout était là. Il était prévu une cantine. Aujourd'hui, vous allez dans cette école, les enfants sont dans le préau en train de manger. Cette cantine n'existe pas. Alors, il y avait une somme de prévue pour la réalisation de ce bâtiment. Ce bâtiment n'a pas été fait comme avait été prévu à l'origine. Alors, qu'est-ce qu'il en est vraiment des fonds? Ça, c'est d'une. Donc, toutes les réalisations qui ont été faites, les quelques-unes qui ont été faites, ce sont des projets d'Auguste Fernand, de l'équipe Auguste Fernand, qui ont été faits, mais très mal réalisés. Donc, très mal réalisés par l'équipe actuelle. Par l'équipe. Alors, dites bien parce que. Par l'équipe actuelle. On peut comprendre le contraire. Donc par l'équipe actuelle. D'accord. Vous parliez de fonds, justement. On va enchaîner, parlant du budget de la commune. Et à vous entendre, on dirait qu'il est très, très mal géré. Et apparemment, même quand il y a des signatures de fait, même quand l'argent est là, les réalisations ne se font pas. Alors, écoutez... Alors, j'ai envie de vous poser la question. Peut-être que vous êtes proche de la mairie de Montigny-Ritonegran. Alors, ça peut être une question. Où est passé l'argent et comment est gérée les finances de la mairie? Écoutez, je n'ai pas... Je ne suis pas proche de la mairie de Montigny. Vous savez ce qui se passe. Mais bien évidemment, comme tout un chacun qui gravite un petit peu autour, oui. Mais quand on regarde la commune, on voit qu'en 6 ans, très peu, si ce n'est rien n'a été réalisé. On se pose des questions. Et quand on pose des questions aux gens même de la commune, ils vous disent on n'a pas ceci, on n'a pas cela, parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, effectivement, on se pose des questions. Quel genre de questions vous posez? Vous avez l'air gêné sur le pas sujet. Du tout. Non, pas du tout. Je dis simplement qu'aujourd'hui, la commune de Montigny-Ritonegran, comme l'a dit Monsieur Portos, est en très grande difficulté financière. Pourquoi, d'après vous? Mauvaise gestion. C'est tout? C'est ce que je peux dire. Très bien. Christian Portos, oui, sur la façon de gérer le budget de la commune. Non, vous savez, nous n'avons pas encore des éléments vraiment nous permettant de... Mais vous voyez sur le terrain qu'il n'y a pas de réalisation. En tout cas, moi j'ai quelques éléments sur la dette de la commune qui s'élève à 1 608 € par habitant, les impôts qui ont augmenté, la taxe foncière, la taxe d'habitation, etc., la dette, etc. Bon, je crois qu'il y a une difficulté. Et cette commune... 3/4 de son budget passe en fonctionnement pour les salaires, le fonctionnement. Et vous avez... Est-ce que ce n'est pas le cas de pratiquement presque toutes les communes? Oui, mais pour une petite commune à vocation touristique et agricole, vous devez d'être vigilant, d'accord, et d'être visionnaire. Anticiper sur les difficultés. 3/4 du budget est utilisé en fonctionnement. D'accord? Donc, cette commune a très peu de capacité d'investissement. Que devez-vous faire? Eh bien, justement, je crois qu'il y a une possibilité qui est toute simple. Élargir l'assiette fiscale. Comment ne pas mettre en place un dispositif? Nous l'avons démontré. Au Conseil général, le président Tsenglong m'avait chargé de gérer ce dispositif avec, bien entendu, le directeur chargé de l'aménagement, et nous avions mis en place 2 personnes chargées d'aller sur place, sur le terrain, d'enquêter et de découvrir justement des personnes qui étaient là, qui n'étaient pas recensées et qui pouvaient justement contribuer au bon fonctionnement. D'accord? Et entre 2011, 2012, 2013, nous avons pu permettre à la commune de Montigny de gagner plus de 500 et quelques mille euros, 500 et des poussières, 500 et quelques mille euros, je n'ai pas les chiffres en tête. D'accord? Ça, c'est une première. Malheureusement, le maire n'a pas pérennisé ce dispositif, puisqu'effectivement, c'est un dispositif que nous avions mis en place en partenariat avec l'État.
d'accord, qui prenait en charge le salaire de ces enquêteurs à hauteur de 80% et le conseil général 20%. Donc, au moment des discussions, nous avions demandé à la mairie de bien vouloir pérenniser ce dispositif. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Pourquoi ? Et je signale, en 6 mois, vous avez vu le travail que nous avons pu réaliser. Donc, déjà, élargir l'assiette fiscale. Et puis, il y a une réflexion à mener sur le PLU. Comment transformer, d'accord, faire évoluer ce PLU, d'accord, vous permettant, eh bien, à ces terrains de prendre un petit peu de plus de valeur et là vous pourrez les taxes, etc. Il y a aussi la régularisation foncière. Vous avez des gens qui habitent à Kalani, à la Teponoutout, à la Crique des Flots, qui ne sont pas propriétaires. Qu'est-ce que cela nous coûterait justement d'engager des discussions avec les services fiscaux, les services de l'État, d'accord, France Domaine, permettant une régularisation de ces personnes, ce qui ferait justement des recettes nouvelles. Vous pourrez revenir. Il y a une politique d'installation justement à mettre en place, faire venir des porteurs de projets, les inciter, mettre en place une véritable politique d'accompagnement et de soutien tant aux porteurs de projets pour des activités économiques, touristiques, etc., mais aussi dans le domaine agricole. J'essaye toujours d'équilibrer le temps de parole. Il en dit un peu plus, vous avez peut-être plus de projets. On va parler des enjeux de demain, tout à l'heure, pour la commune de Montignéry-Tonégrande. Je suis convaincu du combat. Toujours sur le budget. Peut-être vous voulez rajouter quelque chose là-dessus ou pas? Non, mais par contre... Sur le fonctionnement. Par contre, sur le foncier, oui. M. Portos disait quelque chose concernant les différentes associations. Je me permets de rappeler que ces associations, ce sont des discussions qu'il va falloir simplement reprendre, parce que c'est des discussions qui ont été initiées par M. Auguste Fernand à l'époque avec les différents présidents d'associations. Il y a eu déjà un travail de fait. C'est beaucoup de points, ce sont des points de discussion qu'il faut reprendre où ça s'est arrêté, parce qu'effectivement le maire actuel a laissé ces associations complètement à la dérive. Et je dirais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est reprendre ces discussions pour permettre ces personnes d'accéder à la propriété. Très bien. Avant de parler des enjeux de demain, juste parce que dans ce genre de commune-là, on parle souvent de la tentation du clientélisme. Le clientélisme, voilà, la tentation du clientélisme est très forte. Pensez-vous pouvoir gérer une commune sans tomber dans certains travers, sachant que la population attend aussi des actions de proximité? Est-ce qu'à Montignéry-Tonégrande, on peut le voir dans certaines communes, il y a ce qu'on appelle le clientélisme? Écoutez, à vos yeux. Écoutez, aujourd'hui, nous, ensemble, pour un grand et nouveau défi, nous voulons faire évoluer la commune de Montignéry-Tonégrande. Mais je dirais dans le bon sens. Nous voulons donner à chacun ce qu'ils doivent recevoir. Nous ne voulons pas faire du copinage, nous ne sommes pas là pour faire du copinage, nous voulons faire évoluer cette commune, mais aucun des colistiers, je vous le dis, n'a en tête, c'est du copinage, on va appeler ça comme ça, du clientélisme ou du copinage. Donc, nous, notre politique, c'est de donner à tout un chacun ce qui leur revient de droit. Je n'attendais pas de vous que vous me disiez que vous seriez tenté. La question derrière, c'était, est-ce qu'il y en a en ce moment? Écoutez, je ne saurais répondre? Non, je ne peux pas vous répondre à cette question. Je n'ai pas d'éléments pour... La même question sur la tentation du clientélisme dans ce genre de commune. Ça peut aller très vite et puis ça peut changer la donne carrément de la politique même de la commune. Christian Portos. Alors, est-ce qu'il y en a en ce moment? Ce serait porter une accusation. D'accord? Nous n'avons pas d'éléments nous permettant de le dire. Par contre, notre programme est basé sur la démocratie participative. C'est bien pour cette raison que nous allons créer un conseil municipal des jeunes, un conseil municipal des seniors, leur permettant de participer activement au bon fonctionnement de la collectivité municipale. Et bien entendu, nous ferons en sorte que
le maire junior et le maire senior participent à nos différentes réunions. Ça, c'est souvent des beaux projets. Non, mais pas du tout. Vous savez, bon. La démocratie, il est indispensable pour nous. D'ailleurs, pour le bon fonctionnement, pour l'équilibre même de la collectivité et de l'équipe en place, eh bien, il faudrait que la démocratie participative existe. Mais je n'ai pas fini. Donc, je parle nous allons aussi créer la maison du citoyen. Donc, là aussi, créer des lieux de rencontre et de partage permettant justement aux citoyens de Montigny-Retonnegrande, en fonction de leur lieu de vie, de venir, d'échanger et de partager avec nous. D'accord ? Sur les besoins, sur les grandes décisions à prendre, s'agissant du devenir de la commune de Montigny-Retonnegrande. Ne vous inquiétez pas, le débat n'est pas fini. Nous avons aussi, là aussi, un projet pour la création d'une régie de territoire. Et c'est là où, justement, nous rentrons dans de l'économie sociale et solidaire. Vous pourrez développer c'est bien pour cette raison que nous parlons de démocratie participative, puisque cette régie de territoire, il y aura les administrés, la commune et les autres partenaires financiers. Très bien. Oui, pour compléter mes propos, nous avons décidé d'organiser, comme nous serons aux affaires, d'organiser la commune en 6 secteurs. Dans chaque secteur, je dirais qu'il y aura un maire dans chaque secteur. Pour plus de proximité, les décisions, en fait, ne seront pas prises par une seule personne. Non, dans chaque secteur, M. Quérin, vous allez loin. Permettez. Laissez-moi terminer mes propos. Ça va être compliqué. Laissez-moi terminer mes propos. Ça va être compliqué à gérer. Laissez-moi terminer mes propos. Il faut d'abord écouter pour comprendre. Donc, je disais que dans chaque secteur, il y aura un représentant du maire qui sera très très proche de la population. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que toutes les informations remontent. La commune étant très vaste, avec des petites populations un petit peu par-ci et par-là, un maire ne peut pas être partout. Donc nous avons organisé, comme je disais, la commune en 6 secteurs avec des représentants pour être plus près et pour que les décisions pour que ce ne soit pas une seule personne qui prenne les décisions. Bien sûr, il y aura un conseil municipal, mais cette personne sera chargée de faire des évaluations avec l'ensemble du groupe et reporter au maire. Donc, vous voyez la question que vous me posiez. Très bien, des idées comme ça innovantes. Messieurs, demain, vous êtes élus premier magistrat. Dans chaque commune, il y a des priorités. Alors ne développez pas tout, je vous pose une question là-dessus. Quelle est votre priorité ? Voilà, quelle est la priorité de Montigny-Retonnegrande pour demain ? Quelle est la vôtre, Christian Portos ? La priorité des priorités, pas deux, une seule. La première priorité, stabiliser les finances de la collectivité. Allez-y, développez. D'accord ? Donc, là encore, demander à expertiser les comptes et voir comment justement trouver des solutions avec les services fiscaux. D'accord, pour nous permettre, et les professionnels de la place, nous permettre de donner à cette commune une capacité d'investissement, si nous voulons faire aboutir nos projets. Je vous ai parlé tout à l'heure de la création de cette brigade qui ira sur place, à la source, recenser les personnes, nous permettant la politique de régularisation foncière, d'installation, d'attirer les porteurs de projets, etc. Voilà, donc toute cette partie développement économique. La deuxième chose est bien entendu un groupe de travail avec des professionnels du tourisme pour réfléchir sur l'offre touristique, etc. Sans oublier l'ONF, etc. Les pistes forestières à utiliser. Là encore, il y a encore des niches, il y a des choses à proposer. Donc, première priorité, les finances. Deuxième priorité, engager le dialogue social avec le personnel. Permettre à ce personnel de se sentir bien, rassuré, mettre en place un organigramme digne de ce nom, un plan de formation permettant aux agents de devenir beaucoup plus performants. Ce sont des gens formidables, mais malheureusement pas suffisamment soutenus, donc il va falloir les accompagner, leur permettre d'aller beaucoup plus loin, de se former. Plan de carrière, plan de formation, un organigramme digne de ce nom. Et surtout, permettre aux employés de bien vouloir
élire des délégués du personnel. Puisque si nous voulons instaurer le dialogue social, il va falloir discuter avec des représentants du personnel pour l'amélioration de leurs conditions de travail. On retient vos deux priorités, équilibre du budget et dialogue social, et sans oublier l'aménagement, le renforcement de l'existant, le développement économique, etc. Voilà, ce sont vos priorités. Voilà. Les priorités pour vous. Vous savez, M. Vernet, le nerf de la guerre, on dit, c'est l'argent. On est bien d'accord. La priorité, la première, nous allons demander un audit complet. À la suite, nous allons effectivement travailler avec le personnel, mais la première des choses, un audit pour savoir très précisément, très précisément, où va cette commune, dans quel état elle est cette commune. Effectivement, socialement, nous entendrons, nous écouterons les différents partenaires sociaux, le personnel. La priorité, un audit. On ne peut pas démarrer une voiture si on ne met pas la clé. Ça, c'est votre priorité. Absolument. Et comme il en a développé deux, la deuxième, ça serait laquelle ? La deuxième priorité pour nous, ce serait effectivement discuter effectivement avec le personnel, parce que le personnel est en situation de souffrance, je dirais. Il faut savoir aujourd'hui, certaines personnes vont travailler pour travailler parce qu'ils ne travaillent pas. Parce que le maire ne leur donne pas du travail, simplement. Oui, incompréhensible. Donc ils sont payés à ne rien faire, si j'entends vos mots. C'est cela. C'est exactement cela, monsieur. Donc, revoir tout cela, c'est une priorité. Revoir le fonctionnement même de la mairie. Le fonctionnement de la mairie. D'accord, très bien. Voilà pour vos priorités. Vous inquiétez pas, le débat n'est pas fini. On passe tout simplement à notre grand témoin, Jean-Luc Jason, qui vous a écouté, qui va nous donner son analyse et vous poser aussi des questions. On passe au grand témoin. Jean-Luc Jason, bonsoir. Comment vous avez trouvé nos deux candidats ? Alors bien sûr, sans le maire, qui n'était pas là pour répondre, donc effectivement, on n'en a pas beaucoup parlé. Et vos questions ? Bonsoir Gilles, bonsoir messieurs. Donc, on aurait pu penser que l'absence de monsieur le maire sortant et de monsieur Fernand aurait un petit peu plombé les débats, mais on voit que magistralement, les deux candidats présents ont des projets limpides, des propos clairs, donc un débat courtois et instructif et un débat qui avance très bien. Alors ma première question, donc, ça concerne un peu la commune. En 2012, par exemple, pour une base, il y avait 2146 habitants, 2600 actuellement. On voit que le montant total des dettes de la commune s'élève à 3 104 000 euros. Un montant total de rentrée d'argent, les produits de fonctionnement, donc 3 735 000, soit 83% du budget entamé. Alors messieurs, si vous arrivez à la tête de la commune, comment vous allez endiguer ce fléau et comment vous allez redonner la sérénité donc à chaque habitant qui paye à peu près 1446 euros d'impôts. Est-ce que vous avez les solutions toutes faites pour cela ? Très bien, merci. Très bonne question. Gérard Quérin, là-dessus, c'est assez précis. Très précise comme question. Solution toute faite, non. Il n'y a pas de solution toute faite. Il va falloir travailler avec certains organismes. Il est clair que il va falloir revoir certains fonctionnements, revoir certaines dépenses, revoir certains fonctionnements. Aujourd'hui, vous dire très même non. Je pense qu'il va falloir travailler. Ce sont des dépenses c'est énorme. J'ose même pas y penser. Donc, il va falloir vraiment retravailler un petit peu avec tout le monde, revoir. On n'a pas de solution là, vraiment. Vous ne proposez pas de solution.
Mais la solution, c'est vrai qu'il y en a pas. Il n'y a pas de solution toute faite. Je serais malhonnête comme ça de vous dire que je ferai des emprunts, je ferai ceci, je ferai cela. Ça n'aurait pas de sens. Ça ne veut pas dire que nous trouverons pas la solution. Nous étudierons avec les personnes compétentes cela. Mais il est clair qu'il va falloir faire des emprunts certainement. Très bien, voilà pour votre réponse. Christian Portos, sur la question. Oui, je constate que nous avons pratiquement la même source, voire les mêmes sources d'informations. Donc, le grand témoin c'est vraiment doté de documents précis. Il y a des solutions. Alors c'est vrai, en fonctionnement, comme l'a si bien dit, plus de 83% du budget est utilisé pour le fonctionnement. Mais il y a une ligne importante à vérifier, c'est la ligne service extérieur de la collectivité dans le budget communal. Et c'est là où, puisque M. Quérin parle d'audit, et c'est là où justement il va falloir pointer du doigt cette ligne. Lorsque vous avez autant de salariés, autant de personnel, et vous faites quand même appel à des prestataires extérieurs, c'est qu'il y a un problème. Et cette ligne mériterait d'être vérifiée à la loupe, pour savoir ce qui se passe là-dedans. Et comme solution, je l'ai évoqué tout à l'heure, élargissement de l'assiette fiscale. Une politique, justement, d'installation, faire venir du monde, mais pas n'importe comment. Pas les mettre dans des HLM. Il va falloir réfléchir, discuter avec les services fiscaux, etc. Comment justement permettre à ces personnes de s'installer, régulariser les gens qui sont déjà là aujourd'hui et qui ne contribuent à rien, qui ne contribuent pas au fonctionnement de la collectivité. Et cela peut emmener et va emmener des recettes nouvelles. Donc, après avoir utilisé l'ensemble de ces outils, eh bien, il va falloir engager des discussions avec les services de l'État et voir comment, justement, eh bien, la collectivité pourrait bénéficier d'un emprunt, eh bien, lui permettant, eh bien, d'assainir cette dette, tout en impulsant une véritable politique, je dis bien, de développement économique. Très bien, Christian Portos. D'où l'intérêt de la création de cette régie de territoire. Parce qu'à travers la régie de territoire, d'accord, vous pourrez justement désengorger la municipalité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui alourdit? Qu'est-ce qui alourdit, M. Vernet? Qu'est-ce qui alourdit le budget de la collectivité? Vous avez pas mal de petits contrats précaires qui est proposé aujourd'hui, actuellement à la jeunesse. Donc, tout est fait pour maintenir cette jeunesse dans la précarité. Et bien, avec la régie de territoire, ces jeunes vont basculer à la régie de territoire, qui pourra bénéficier de financement. Il y a des sources de financement qui existent ailleurs. Et là, justement, nous pourrons leur proposer, leur offrir un avenir meilleur. Ne dépassez pas votre temps. Vous pourrez à peine répondre à la deuxième question. Une réaction de Gérard Quérin encore là-dessus, et la deuxième question du grand témoin ensuite. La ligne budgétaire dont parle M. Portos, service extérieur, il me paraît peu probable que ce soit uniquement cette ligne, j'ose espérer que ce n'est pas uniquement cette ligne qui va résoudre le problème. Mais il l'a évoqué très bien. Très bien. Je dirais une niche. Et allez vérifier cette ligne et vous comprendrez pourquoi. Très bien. Un audit nous permettra de voir tout cela. Vous inquiétez pas. Faire venir des gens dans la commune, c'est du long terme. Si j'ai bien compris la question de monsieur, c'est tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Oui, bien sûr. Faire venir les gens dans la commune, on va pas arriver demain aux affaires et dire allez, engager une politique de régularisation, personnes. M. Quérin, c'est tout de suite. Les gens sont là, les gens sont installés, et ça vous pouvez y aller. Vous sillonnez la commune, vous devez voir, vous devez vous en apercevoir. La deuxième question du grand témoin, Jean-Luc Jason. Ça peut être très bien, Christian Portos. Jean-Luc Jason, notre grand témoin, quelle est votre deuxième question? Alors, messieurs, le préfinancement de subventions européennes pour l'aménagement de la piste agricole du Risque-Tout, l'AFD s'était engagé en juin 2013 là-dessus. Quelle est la finalité pour le projet et quels sont les impacts et quelles sont les dates et montants à retenir?
Gérard Quérin. Je ne puis vous répondre sur cette question. Désolé. Pourquoi? Je n'ai pas suffisamment d'éléments en ma possession pour pouvoir vous répondre. Christian Portos. Donc, s'agissant de la piste de risque tout, j'ai eu l'occasion à maintes reprises de m'exprimer là-dessus. D'ailleurs, il y a peu de temps, le président de région avait effectué une visite et j'avais fait passer un communiqué en disant oui, c'était une bonne chose, mais je signale qu'en tant que conseiller général, je m'étais battu. Et si vous passez maintenant, vous allez voir un panneau installé depuis peu par la municipalité où vous verrez une participation financière de la collectivité départementale à hauteur de 48 000 €. D'accord? Donc, la collectivité, nous avons participé. Et j'avais toujours souhaité une véritable réflexion sur cette piste, car cette piste, elle appartient à l'ONF. Comment peut-on aujourd'hui concevoir que ce soit la mairie de Montigny-Tonnegrande qui porte ce projet? D'accord? Il y a eu un accord, quelque chose que j'avais dénoncé. J'avais eu des réunions en présence, justement, des représentants de l'ONF, de France Domaine, etc. Je leur avais dit, écoutez, comment voulez-vous demander à la mairie de Montigny-Tonnegrande d'aller chercher des financements lui permettant de réhabiliter la piste, et ce n'est qu'après que cette piste sera rétrocédée à la commune. D'accord? Nous, en tout cas, mon équipe et moi, nous proposons le contraire. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'il y ait cette difficulté, puisque je le dis avec conviction et fermeté, le 23 au soir, la population de Montigny-Tonnegrande prendra la décision nécessaire nous permettant de revenir et de revoir ce dossier. Vous aurez l'occasion d'en reparler. Allez, dernière question, Jean-Luc Jazot. Question courte, réponse courte. On y va. Écoutez, je constate toujours dans les chiffres que, comme disait M. Portos, les achats et charges externes à 1,30 € et les subventions versées aux associations 19 000 €. Donc, il y a une équipe de foot maintenant à Montigny. Les autres disciplines ne sont pas présentes. Qu'allez-vous faire, vous, si vous êtes maire demain, pour que la commune redevienne une commune sportive avec les infrastructures qu'il faut? Un équilibre pour donner plus aux uns par rapport aux autres, parce qu'apparemment, il y en a qui sont lésés là-dedans. Gérard Quérin. Effectivement, on ne parle pas de Montigny. Après, chaque commune a ses atouts, mais on ne peut pas dire que Montigny-Tonnegrande est une ville sportive où les associations soient épanouies, on va dire. Tout à fait. Mais en termes d'associations, nous nous sommes rendus compte qu'il y a plus d'une cinquantaine d'associations, il faut le savoir. Il y a plus d'une cinquantaine d'associations à Montigny. Mais ceci dit, toutes ne sont pas, je dirais, actives. Il n'y en a que très peu qui le sont. De toute façon, il va falloir en créer d'autres. Par exemple, des associations pour l'aide à la personne, ce qui n'existe pas. Mais bon, bref. En termes concernant le sport, nous avons dans notre programme vraiment, nous avons axé nos efforts sur le sport pour la jeunesse. Notamment, nous pensons créer un pôle sportif. Déjà, réhabiliter le stade de foot. Là, il faut nous dire comment, parce que quand les infrastructures sont lourdes, il faut nous dire comment. Parce que sinon, je me présente dans n'importe quelle commune, j'ai dit je fais 3 piscines. Donc dites-nous comment vous faites. Parce que infrastructure sportive, tout de suite, c'est, j'imagine, conseil général, conseil régional. Exact. L'agglo, c'est ça. Allez-y, dites-nous. Effectivement, vous l'avez dit, ce sont avec ça, c'est moi qui avec le concours. Non, mais c'est exactement ça, avec le concours de différents partenaires. Mais aujourd'hui, vous avez un jeune à Montigny qui veut faire de l'athlétisme, une petite piste en tartan autour du terrain de foot, aménager ce terrain de foot, faire par tranche, bien évidemment. Ce serait déjà d'une façon de développer le sport Après, une commune ne peut pas tout faire. Est-ce que Montigny doit développer le sport? Ça peut être aussi une question. Nous pensons que oui. Nous pensons qu'à Montigny, il faut développer le sport. Vous savez, une jeunesse qui ne se dépense pas a tendance à faire autre chose. Donc, le sport peut être un exutoire. Donc, nous pensons qu'il faut développer cette commune et même inviter la commune de Roura,
il y a une possibilité. Très bien. Les associations jouent un rôle social très important. Comment allez-vous les soutenir? La question donc de Jean-Luc Jason, et puis peut-être de sport également. Oui, mais après, vous me direz que je parle trop, monsieur. Mais alors, en termes de timing, il vous reste malheureusement, pour répondre à cette question, une minute. Non, mais c'est une question intéressante. Mais vous avez qu'une minute pour répondre. Monsieur Jason a pointé du doigt la ligne, justement. D'accord, 1 million, exact. 19 000 euros alloués aux associations. Quelle association? Et ça, il va falloir comprendre. Moi, je connais des associations de Montigny qui ne bénéficient pas de moyens. Alors, quand on prend une ou deux associations, d'accord, proches de la municipalité, qui sont au service de la municipalité, on leur demande d'organiser pour le compte de la municipalité un certain nombre de manifestations culturelles, voire sportives, entre guillemets, il y a un souci. Nous avons l'intention. Parler de clientèle. Nous avons l'intention de développer une véritable politique sportive à Montigny-Tonégrande. Création de clubs. Avec le plan d'eau que nous avons aujourd'hui, nous n'avons même pas un club de natation. Il y a un souci. D'accord? Donc il va falloir développer cette politique. Une véritable politique. Vous nous dites ce que vous faites, mais vous ne pourrez pas développer, vous n'avez pas le temps. Une véritable politique culturelle, avec un agenda culturel. D'accord? Annuel, avec une programmation digne de ce nom. Et non faire la fête pour faire la fête, mais vraiment organiser avec des thématiques bien développées, bien choisies, d'accord, avec un contenu pédagogique. Vous ne pourrez pas développer. Non mais, je suis désolé. Attendez, vous disiez en matière d'infrastructure, voire d'investissement, il y a des leviers. Vous avez le FACÉ, vous avez les fonds européens, vous avez la région, vous avez quand même la communauté d'agglo qui, là aujourd'hui, son budget s'est multiplié par 60. Donc c'est bien pour cette raison que je dis, il va falloir ancrer Montigny-Tonégrande au sein de la communauté d'agglo. La suite dans vos meetings, 20 secondes seulement, 20 secondes pour équilibrer. Concernant les associations, nous souhaitons créer la maison des associations pour fédérer autour de la commune ces associations de façon justement à ce clientélisme que vous parliez, de façon à éviter cela. Créer cette... Très bien, merci, c'est noté. Voilà, vous êtes en équilibre sur votre temps. Merci, on va remercier notre grand témoin Jean-Luc Jason. Merci pour ces 3 questions qui ont fait débat, bien sûr. Et sans plus tarder, voici la minute où vous pourrez vous adresser à vos électeurs. On a fait le tirage au sort et c'est vous qui démarrez, Christian Portos. On vous écoute, Christian Portos. Cher administré de Montigny-Tonégrande, une fois de plus, le maire a brillé par son mépris, par le refus de vous rendre compte, de justifier de l'utilisation des deniers publics, de sa mandature et de son bilan. Et c'est la raison pour laquelle que je vous demanderai, dès le 23 mars, de voter la liste Ensemble pour un avenir meilleur, conduite par Christian Portos. Un jour, un tour, une liste, ensemble pour un avenir meilleur. Montigny-Tonégrande a besoin d'autre chose. Nous avons besoin de la transparence. Nous avons besoin, justement, que la démocratie participative, existe et que vous soyez acteurs du développement économique de Montigny-Tonégrande. Le 23 mars, votez et faites voter la liste Ensemble pour un avenir meilleur, conduite par Christian Portos. Je vous remercie. Merci Christian Portos. Et c'est à vous maintenant, Gérard Quérin. Électeurs, électrices de Montigny-Tonégrande, je vous demande de sanctionner une politique statique. Le 23 mars, votez pour le groupe Ensemble pour un grand et nouveau défi. Vous voulez que les choses changent, vous voulez que les choses bougent, votez pour Ensemble pour un grand et nouveau défi. Je vous remercie. Voilà, merci en tout cas à nos 2 candidats pour ce débat démocratique, un débat où on a entendu clairement les 2 programmes et ça fait bien plaisir d'avoir des débats limpides et clairs. On remercie également notre grand témoin Jean-Luc Jason et c'est comme ça qu'on se dit au revoir sur le premier magistrat. Prochain rendez-vous la semaine prochaine pour nos 2 dernières communes, mardi prochain avec la commune notamment de Regina et nos 3 candidats sur le plateau de premier magistrat. Passez une excellente soirée et à bientôt sur ATG.